La question du jour. Comment lire sur le schéma du producteur son profit? Dans l'épisode précédent, notre producteur angoissé ne dormait pas. Une question terrible le taraudait. Combien produire? Grâce à son allié Stanley et à son concept révolutionnaire de raisonnement marginaliste, il récolta son premier indice précieux pour répondre à cette question existentielle et avancer vers son destin. Il devait regarder dans les yeux son coût marginal, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite. Son coût marginal, comme son angoisse, s'avérait croissant. Chaque unité lui coûtait de plus en plus cher à produire. Vous aussi, chers spectateurs, la concentration pour suivre cette vidéo vous semble de plus en plus difficile à soutenir. Et c'est pourquoi vous comprenez si bien ce producteur angoissé. Vous éprouvez de l'empathie pour lui et pour son coût marginal croissant. Chaque unité lui rapportait le même argent, car il était preneur de prix. Mais chaque unité lui coûtait de plus en plus à produire. Et donc, plus il produisait, plus il s'approchait du moment inéluctable où il faudrait s'arrêter. Ce moment survint subitement, au moment où le prix et le coût marginal s'égalisèrent. Il réalisa alors que son plan d'offre était confondu avec sa courbe de coût marginal. Mais allait-il récupérer ses coûts fixes? Allait-il réussir à se hisser jusqu'au seuil de rentabilité? Restez avec nous pour le savoir. Plus sérieusement, il va vous être très difficile de suivre cette vidéo si vous n'avez pas vu la précédente. Allez le faire maintenant. Nous avons vu que si on se place dans le cadre du marché concurrentiel, le producteur ne peut être taraudé que par une seule question. Combien produire? Bah oui, vu qu'il est preneur de prix, de toute façon, il vendra sa camelote à un certain prix de vente qu'il ne peut pas influencer. Et vu que l'information est parfaite, la technologie est donnée, il sait exactement quel processus il va utiliser pour produire. Donc il a très peu de marge de manœuvre. Son seul choix possible, c'est la quantité à produire. Et quel va être le principe qui va le guider dans ce choix? C'est qu'il va chercher à faire le plus gros profit possible. On dit qu'il va choisir la quantité qui maximise son profit. Bob, c'est ok pour vous? Ouais, ça veut dire qu'il veut gagner le plus d'argent possible. Voilà, et pour ça, il va devoir choisir judicieusement la quantité qu'il va offrir sur le marché. Judicieusement, ouais, enfin, travailler plus pour gagner plus, quoi. Pour gagner le plus possible, bah, faut qu'il vende le plus possible, basta. Ah mais non, la recette et le profit doivent pas être confondus. La recette, c'est l'argent qu'il encaisse, donc bien sûr que plus il produit, plus la recette va être grande. Mais pour avoir le profit, il faut déduire de la recette les coûts de production. Comment ça? Quand Marcel vend des roues-doudous, pour chaque roue-doudou vendu, hop, il met des sous dans son tiroir caisse. Mais les roues-doudous en question, ils ont coûté quelque chose à produire. Il a fallu engager des facteurs de production, du capital et du travail, et ces facteurs de production, ils se rémunèrent. Donc le profit, c'est tout ce qu'il a encaissé moins ce qu'il a payé pour rémunérer les facteurs. Et donc c'est ça le profit, la recette moins les coûts. Pour le maximiser, il va falloir choisir judicieusement une bonne quantité à produire et pas bêtement produire toujours plus. Est-ce que c'est ok pour vous? Mais je comprends pas pourquoi il faut choisir une quantité judicieuse. Tous les roues-doudous, ils rapportent le même prix. Tous les roues-doudous, ils coûtent la même chose. Alors pourquoi il n'y a pas une quantité plus judicieuse que notre? Attendez, non, vous faites fausse route. Le prix que rapporte chaque roue-doudou, il est constant, ça c'est sûr, puisque le producteur est preneur de prix. Donc chaque roue-doudou va se vendre au prix de marché, ni plus ni moins. Ça c'est donné. Mais chaque roue-doudou ne va pas coûter la même chose à produire. Déjà, il va falloir engager des coûts fixes qu'il faudra amortir plus tard. Et même le coût variable, il n'est pas constant. Rappelez-vous, la productivité marginale est décroissante. Plus on travaille, plus on produit, mais de moins en moins efficacement, de moins en moins vite. La conséquence de ça, c'est que le coût marginal de production est croissant. Chaque roue-doudou est de plus en plus difficile à produire. Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité et il est de plus en plus grand. Si ça, c'est pas clair pour vous, vous retournez voir la vidéo sur l'offre du producteur maintenant. Ah ok, je me rappelle. Mais cette histoire des coûts marginal croissants, c'est pas mon impression. Si j'ouvre un petit atelier de bonbons d'autrefois, au début, je commence modeste. Un roue-doudou à la fois.
Mais plus j'en produis, plus c'est facile. Avec l'expérience, je fais de mieux en mieux les roudoudous, j'embauche de plus en plus de personnel, j'ouvre de nouveaux ateliers de confiserie et petit à petit, je m'implante dans toute la France. Et je développe ma chaîne de confiserie, Gino, le roi du roudoudou et... Hop. Attendez, je vous sens très enthousiaste. Mais là, vous êtes en train de proposer d'investir à la fois dans du capital, avec des ateliers de plus en plus nombreux, et dans du travail, en embauchant plein de travailleurs. Quand on investit à la fois dans ces deux facteurs de production, en fait, on se situe dans une perspective de long terme. Ce serait comme rouvrir des nouvelles entreprises. Mais là, à court terme, vous n'avez le droit de faire varier qu'un seul facteur de production, et l'autre reste fixe. Et quand un facteur est fixe et l'autre est variable, la productivité marginale du facteur variable est décroissante. Vous vous souvenez, c'est votre histoire de copains qui viennent repeindre l'appartement. Si vous avez un certain nombre de pinceaux et de seaux de peinture, bien sûr qu'au fur et à mesure que les copains arrivent, on va peindre de plus en plus de surface de l'appartement, mais chaque copain va avoir un apport un peu moindre que celui du précédent, sauf dans certains cas très précis où le coût marginal est décroissant. Mais on s'occupera d'eux plus tard. Leur heure n'est pas encore venue. Ça va pour vous, Gino? Ok, j'ai investi dans une confiserie, j'ai embauché de travailleurs. À court terme, j'ai seulement le droit d'acheter plus de sucre et plus de coquillages en plastique? Oui, c'est ça. Reprenons le schéma de notre producteur angoissé qui ne dort pas, mais il se demande combien produire? Là, tout de suite, à court terme. Reprenons donc le schéma dans le repère quantité-prix. Est-ce que je vous refais les gros yeux pour dire que le prix est en ordonnée et les quantités en abscisse? Allez, je vous le refais. PQ. Le producteur va choisir la quantité qu'il produit en fonction de ce que chaque unité lui coûte et lui rapporte. On regarde donc d'un côté son coût marginal et de l'autre le prix de vente qui correspond à sa recette marginale. Le coût marginal est croissant. Chaque unité est de plus en plus coûteuse à produire. La recette marginale est constante, c'est une droite horizontale, car ce producteur est en situation de concurrence, donc il est preneur de prix, tous ces roudoudous se vendront au même prix. Quelle que soit la quantité qu'ils choisissent de produire, il ne sera toujours qu'un nain sur le marché du roudoudou, donc ça n'aura aucune conséquence sur la détermination du prix. Rappelez-vous qu'on fait un raisonnement marginal, c'est-à-dire qu'on regarde pas à pas si ça vaudrait le coup de produire un petit peu plus ou s'il faut s'arrêter. On commence par la première unité. Voilà ce qu'elle coûte, voilà ce qu'elle rapporte, eh ben ça vaut le coup de la produire. Faut-il s'arrêter là? Non, on peut continuer un petit peu, car la deuxième unité rapporte ça et ne coûte que ça. Le producteur s'engage donc dans la production de la deuxième unité. Faut-il s'arrêter là? Non, on peut encore continuer un petit peu. La troisième unité, elle rapporte ça et elle coûte ça. Et quand le producteur va-t-il s'arrêter? Au point où le coût marginal est égal au prix. Jusqu'à ce point, la production de la dernière unité rapporte toujours plus qu'elle ne coûte. Mais il ne faut surtout pas s'engager au-delà. Au-delà, toutes les unités vont coûter plus qu'elles ne vont rapporter. Voici donc la bonne quantité, la quantité d'équilibre. On dit que c'est la quantité qui maximise son profit. Mais je suppose que vous brûlez de voir sur le schéma son profit. Et c'est pourquoi nous allons introduire sur le dit schéma la courbe de coût moyen. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par le nombre de roudoudous produits. Donc le coût moyen comprend à la fois les coûts fixes et les coûts variables, alors qu'avec le coût marginal, on pouvait s'intéresser seulement à la partie variable du coût. Voici sous vos yeux ébobis le coût moyen. Si vous l'observez très attentivement, vous voyez qu'il commence par être décroissant, puis qu'il va être croissant. Le coût moyen descend, puis monte. Et qu'est-ce qui fait descendre ou monter ce coût moyen? Eh bien, c'est le coût marginal. Quand le coût marginal est en dessous du coût moyen, il tire le coût moyen vers le bas, ça le fait descendre. Et quand le coût marginal passe au-dessus du coût moyen, il tire le coût moyen vers le haut, ça le fait monter. Vous avez l'impression que c'est hyper compliqué, mais non, c'est simplissime. C'est toujours comme ça avec une marge et une moyenne. Et vous avez très présent à l'esprit un exemple hyper parlant que vous vivez tous les jours. Prenons votre moyenne en maths. Supposons qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, elle soit à 12. Quand votre professeur va vous rendre une copie supplémentaire, votre dernière copie, la copie marginale en quelque sorte, et bien si cette copie marginale, elle est en dessous de 12, ça va faire descendre votre moyenne. Et si elle est au-dessus de 12, ça va la faire monter.
Et je suis sûre que c'est très bien ancré dans vos têtes et que ça ne demande aucun calcul compliqué de le concevoir. Revenons à notre schéma. C'est pareil. Vous êtes producteur, votre moyenne est à 12. Si le coût de l'unité que vous vous apprêtez à produire est plus bas que 12, ça va faire descendre cette moyenne, ce coût moyen. Alors que si le coût de l'unité que vous vous apprêtez à produire, le coût marginal, est au-dessus de 12, ça va faire monter cette moyenne, ce coût moyen. Attendez, avec les notes j'avais compris, mais là avec les coups des roudoudous, je suis perdue. Pardon. C'est pas grave, je réexplique. Vous avez déjà produit 10 roudoudous. Si vous voulez connaître le coût moyen de cette production, vous allez additionner le coût fixe de départ, vous avez investi dans un atelier, dans un four, et le coût marginal de chacun des 10 roudoudous. Et puis vous allez diviser par 10. Exactement comme vous feriez une moyenne avec 10 contrôles en maths. Vous additionnez vos 10 notes et puis vous divisez par 10 pour avoir votre moyenne. Maintenant, nous allons comparer le coût moyen de ces 10 roudoudous avec le coût marginal du 11e roudoudou. Si le 11e roudoudou, il coûte plus à produire que la moyenne des 10 roudoudous précédents, ça va faire monter cette moyenne. Exactement de la même manière que si votre note au 11e contrôle de maths est plus haute que la moyenne des 10 contrôles précédents, ça fera monter votre moyenne en maths, ok? Oui, ça, d'accord. Et maintenant que nous avons nos 3 éléments, le coût marginal, le coût moyen, le prix, nous allons voir apparaître sous nos yeux ébobis le profit du producteur. Le producteur décide d'une seule chose. Combien produire? Il choisit donc la bonne quantité Q étoile. Elle est là. Car c'est la quantité pour laquelle la dernière unité rapporte exactement la même chose que ce qu'elle coûte, la quantité pour laquelle coût marginal égale prix. Pour cette quantité, sur la première unité, voilà le profit qui a été fait. Sur la deuxième unité, voilà le profit qui a été fait. Sur la troisième, voilà le profit fait, etc. Mais pour connaître le profit total, il faudrait enlever encore de ça les coûts fixes qui ont été engagés au départ. On a un moyen beaucoup plus simple de voir ce profit sur le schéma. Pour la quantité Q étoile, chaque roudoudou vendu rapporte ça. Et chaque roudoudou produit coûte en moyenne ça. Donc le profit par unité en moyenne, le voici. Pour connaître le profit total, il faut multiplier ce profit par unité par le nombre d'unités, tout simplement. Et là, je vais vous demander de faire un grand flashback dans votre vie. Nous allons remonter ensemble à un âge enfoui de votre tendre enfance. Juste avant la dégustation chocobéenne de votre 4 heures, rappelez-vous, votre maîtresse, vous la voyez là. Et elle vous dit, pour calculer l'aire d'un rectangle, tu dois multiplier la longueur par la largeur, petit L fois grand L. Et donc, revenons à notre schéma. Si je trace le rectangle là, vous voyez bien que sa largeur, c'est le profit par unité vendue, et que sa longueur, c'est le nombre d'unités vendues. Donc, l'aire de ce rectangle représente justement le profit du producteur. Et maintenant, je vais revenir à une question pertinente que Bob avait posée la dernière fois. J'avais posé une question pertinente? Bah oui, quand j'avais souhaité la bonne nuit au producteur, en disant « ça y est », il a une règle sacro-sainte qui permet de le guider dans toute sa vie. Il sait désormais qu'il doit choisir la quantité à produire telle que coût marginal égale prix. Eh bien Bob, vous m'aviez dit oui, mais cette règle sacro-sainte, elle ne prend en compte que le coût variable. Donc il n'est pas certain de couvrir ses coûts fixes. Supposons que cette règle sacro-sainte lui dise « Ah, il faut produire 10 roudoudous ». Avec ce que vous allez encaisser de 10 roudoudous, c'est pas complètement sûr que vous puissiez rembourser l'atelier de confiserie et le four pour chauffer le sirop de sucre. Oui, c'est vrai. Pas con. Ma Bob, je te propose un poste chez Gino, le roi du roudoudou. Tu serais la matière grise de l'entreprise. Je me reposerai totalement sur toi et pour bien vous reposer, pour dormir sur vos 2 oreilles. Bob devrait en effet vous conseiller de ne pas produire si jamais le prix de vente était inférieur au coût moyen. Reprenons le schéma. Si le prix de vente du roudoudou est ici par exemple, vous ne dormez pas. Vous vous demandez combien produire? Exactement, mais quelle que soit la quantité que vous choisiriez, le coût moyen sera toujours au-dessus du prix de vente. Ça veut dire que chaque roudoudou en moyenne aura toujours coûté plus que ce qu'il aura rapporté. Si vous voulez dormir sur vos 2 oreilles, il faut arrêter immédiatement la confiserie. Vous allez perdre de l'argent. Mais si le prix de marché est plus haut, ici par exemple, Gino peut choisir sans difficulté sa quantité de production.
Il prend le point où coût marginal est égal au prix, et en ce point, il voit que le roux-doudou rapporte ça, et coûte en moyenne ça. Donc il ne perd pas d'argent. En moyenne, il gagne sur chaque roux-doudou. Et son profit total sera là. Si le prix est trop bas, au contraire, il n'aura pas récupéré ses coûts fixes. Le seuil à partir duquel le producteur va produire est ici, et donc son offre, c'est finalement la portion de courbe de coût marginal située au-dessus de ce point. À partir de ce point, pour chaque niveau de prix, la courbe de coût marginal donne la quantité que le producteur va offrir. Ce que vous devez retenir, se représenter graphiquement le profit du producteur est très facile. Vous avez besoin de 3 courbes, le prix de vente, le coût marginal et le coût moyen. Vous avez aussi besoin de vos souvenirs d'enfance de CM1. Je ne parle pas des noms de vos coéquipiers de la balle aux prisonniers, mais de la formule de l'aire du rectangle. Vous savez que le producteur choisit de produire cette quantité qui égalise le coût marginal et le prix. En effet, tant qu'on est en dessous, chaque unité rapporte plus qu'elle ne coûte. Au-dessus, au contraire, chaque unité coûte plus qu'elle ne rapporte. Donc le choix judicieux, pour maximiser le profit, c'est Q étoile, la quantité pour laquelle coût marginal égale prix. Pour savoir si ce choix va couvrir les coûts fixes, on a besoin du coût moyen. Le coût moyen décroît quand le coût marginal est situé en dessous. Il croît quand le coût marginal est situé au-dessus. Si le prix de vente est inférieur au coût moyen, le producteur ne peut pas rentrer dans ses frais, il fait des pertes, car son coût fixe n'est pas amorti. À partir de ce seuil, qui est le minimum du coût moyen, le producteur peut entrer sur le marché et produire la quantité qui égalise le coût marginal et le prix. Donc, à partir de ce seuil, la courbe de coût marginal va représenter l'offre du producteur. Elle donne pour chaque niveau de prix la quantité qu'il va produire. Pour calculer le profit total, on regarde pour la quantité d'équilibre ce qu'elle coûte en moyenne, ce qu'elle rapporte en moyenne. Le profit par unité est représenté par la différence entre les deux. Le profit total est égal à ce profit par unité multiplié par le nombre d'unités produites. Graphiquement, ça correspond à l'aire de ce rectangle.